Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Immobilier 4.0, l'immobilier à l'ère de l'IA et de la data. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fondamental sur l'avenir du secteur, la structuration, la qualité et la circulation de la donnée immobilière. À l'heure où la tech tente de transformer un secteur immobilier en profondeur, la donnée devient un actif stratégique. Mais entre les formats hétérogènes, silos de données, questions de souveraineté et interopérabilité, le chemin vers la data fluide et exploitable est encore long. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Escobar, cofondateur d'Adéquation. Laurent, je te laisse peut-être te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Oui, écoute, j'ai cofondé avec mes deux associés Adéquation il y a une trentaine d'années. On est spécialisé justement dans le data management de données immobilières pour le compte des promoteurs, des bailleurs sociaux principalement, sur les données de prix, de valeur. On est aussi éditeur de solutions logicielles, SaaS pour eux, et on exerce aussi une activité de conseil et d'études, y compris d'expertise immobilière. Donc en ayant toute la chaîne, en ayant tout intégré, ça nous permet de comprendre ce qu'est une donnée, comment on peut l'interpréter dans une mission de conseil, et donc du coup comment il faut peut-être la mettre en scène dans une solution. Super, mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu sur le secteur immobilier? Tu es sorti peut-être d'études, je sais qu'Adéquation, ça fait une trentaine d'années, mais du coup, pour en arriver là, qu'est-ce Alors qui a fait? les fondateurs que nous sommes, on travaille déjà dans l'immobilier, on travaille chez les promoteurs, on était au commerce, au marketing, en tout cas moi c'était ma fonction. Quand je suis sorti, j'ai fait mes études de commerce, donc je suis sorti de là. Et on a donc mis en place tous les processus d'études de marché chez un promoteur, ce qui, dans la fin des années 80, était assez innovant. On était dans un métier qui était très technique et très financier. Toute cette idée qu'on pouvait finalement positionner un produit immobilier, comment on positionne un produit de beauté, euh, un pot de yaourt, c'était absolument pas dans l'air du temps, dans la compréhension. Et donc, quand on a fait ça, dès le départ, chez le promoteur, on a compris qu'il fallait travailler avec de très bonnes données, très précises, notamment les grilles de prix de la concurrence, par exemple, pour bien positionner ses prix. Donc, on a fait ça, et puis est arrivée une crise à peu près aussi ample que celle qu'on connaît aujourd'hui en 92. Eh bien, les boutiques où on travaillait ont été très bousculées. Les fonctions non essentielles qu'on représentait ont été remerciées. Et donc, du coup, ça nous a donné envie de créer ce qu'on faisait chez un promoteur, de créer nous-mêmes notre propre activité et de délivrer le service, finalement, à cette profession. Et donc, progressivement, on a commencé petit, et puis, finalement, aujourd'hui, on est un des leaders nationaux au service des métiers du logement neuf en France. Ouais, bah super, bah écoute, 92, ça ne me rajeunit pas trop. Moi, je suis né en 90, donc tu vois, t'as lancé la boîte que j'étais encore dans mes couches, moi, de mon côté. Mais c'est beau, et du coup, je me dis, à cette époque-là, comment ça se passait? Parce que déjà qu'aujourd'hui, on voit que le secteur IMO, il est un peu en retard sur tout ce qui est transformation, digitalisation, etc. À cette époque, tu étais un peu avant-gardiste, tu as parlé de data, etc. Ou... Alors, si je dois faire vraiment la genèse, la donnée dont on travaillait, elle était sur des microfiches. Et on avait des lecteurs de microfiches. Et donc, tu récupérais la donnée sous forme de microfiches, tu la fournissais, tu avais plusieurs fournisseurs, et ils te passaient ça, il n'y avait pas de... c'était pas informatisé. Et toi, tu ressaisissais ça, c'était le début du multiplan avant Excel, tu vois, et tu mettais ça dans des tableaux multiplans, et tu commençais à pouvoir produire tes analyses. Donc, tu vois, c'est un temps un peu lointain. Mais c'est bien d'être passé par là aussi, parce que, tu vois, on a, on a vécu avec bonheur toutes les évolutions technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'exercer notre travail de manière complètement différente. Mais génétiquement, ça vient de là. Et du coup, on sait bah, que l'immobilier a longtemps été en retard en fait sur la transformation numérique du secteur. Selon toi, du coup, malgré que la donnée soit importante sur un risk management, bah, qu'est-ce qui fait que le secteur a autant de freins pour adopter autant tout ce qui est numérique, digitalisation, etc. Alors, il y a plusieurs facteurs d'explication. La première chose, c'est la facilité. C'est-à-dire, les sujets dont on parle, c'est technique, c'est de la donnée, c'est compliqué. Donc pourquoi j'investirais dans quelque chose de compliqué alors que faire de l'immobilier,
on sort d'une longue période où c'était facile. Donc finalement, quand c'est simple, est-ce que j'ai besoin de faire un effort, de me compliquer la vie? Si je me trompe un peu, c'est pas grave. J'ai une élasticité suffisante. Les taux sont bas, la demande est forte. Si je me trompe de 5%, c'est une marge d'erreur qui est totalement tolérable et acceptable. Dans les conditions d'aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas. Donc, dans les conditions où le marché s'est complètement tendu, dans les conditions où en fait, en plus sur les projets ou sur les assets, on est arrivé à se mettre, on s'oblige à de nouvelles contraintes, notamment liées à la transition. Donc, à la fois un marché qui se tend et des nouvelles obligations que l'on doit servir, fait qu'il n'y a plus de marge d'erreur possible. On ne peut plus être approximatif. Et que désormais, il faut être beaucoup plus professionnel, comme dans d'autres industries. Donc, une des raisons pour lesquelles, dans l'immobilier, on a un vrai retard par rapport à d'autres industries, on fait partie sur les 12 secteurs industriels, on est dans les deux les plus en retard avec l'agriculture. Voilà, les deux plus faibles, aujourd'hui, les moins avancés, c'est l'immobilier d'un côté et l'agriculture de l'autre. Donc, quand on est à ce niveau, entre guillemets, de non-structuration du métier, on a un devoir maintenant, c'est d'aller beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire faire en 2-3 ans ce que les autres ont mis 6 ans à faire, ou en 5 ou 6 ans ce que les autres ont mis 10 à 15 ans à faire. Donc ça, c'est le travail qui est devant nous sur la structuration de la marché de la donnée immobilière et de l'édition logicielle qui va avec, c'est-à-dire la transformation digitale des métiers de l'immobilier, va connaître, de mon point de vue, une très grande accélération dans les 5 ans qui viennent. Ok, mais du coup, pour toi, ce chiffre qui fait que l'immobilier est le secteur un petit peu en dessous comme le secteur agricole, il vient d'où? Ça vient de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, depuis 3 ans, a décidé de prendre l'initiative de créer un cadre pour structurer le marché de la donnée en Europe, pour que sur un certain nombre d'industries, on puisse garantir une donnée souveraine et se protéger un peu. Et qu'en ayant une donnée souveraine, c'est pas la seule garantie, mais c'est un des éléments qui peut garantir que l'industrie elle-même sera souveraine. C'est la vision de l'Europe et même du commissaire européen qui s'en occupait à l'époque, qui était M. Breton. Donc c'est un Français, donc il a bien pensé à nous au passage. Et donc dans ces industries, donc il y a 12 grandes industries, le marché de la data, pour ces 12 grandes industries, c'est 86 milliards. Donc il y a 86 milliards de prestations data qui se font sous forme d'intégration, d'édition logicielle, etc. Et dans les 86 milliards, il y a une partie de données qui sont monétisées, qui représente à peu près 26 milliards. Donc la partie, finalement, des données qui sont ouvertes, qui sortent des systèmes, qui sont data as a product. Et donc c'est sur ces data as a product qu'on va pouvoir fabriquer de nouvelles solutions logicielles qui pourront équiper les métiers. Donc c'est cette partie émergée de l'iceberg, qui est la partie essentielle, parce que c'est celle, entre guillemets, qui va aider, vraiment être le ciment, même le carburant de la transformation digitale des boîtes, grâce aux éditeurs en particulier. Alors, on en fait partie, tous les deux, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Dans l'immobilier, donc sur ces 26 milliards, 24% ces chiffres, c'est les chiffres Union européenne, étude qui a été livrée en 2024, arrêtée fin 2023. 24%, c'est la donnée financière, banque et assurance. Donc voilà un sujet un secteur qui est hyper mature, qui a fait sa transformation digitale depuis longtemps et qui aujourd'hui est en capacité de monétiser sa data et donc d'offrir plein de services en B2B ou en B2C. Ça ne nous a pas échappé, d'accord ? Et on travaille avec de la donnée réelle dans ces métiers-là. Dans l'immobilier, pour comparer, comme dans l'agriculture d'ailleurs, on a une part de marché sur la donnée monétisée en Europe de 0,5%. 24% sur un marché mûr, 0,5% sur un marché, on va dire, émergent, ou qui commence. Et d'ailleurs, si tu regardes et si tu réfléchis bien, l'essentiel des données qui nourrissent nos solutions, c'est de l'open data. Et un petit peu de données conventionnées avec quelques clients qui ont accepté qu'ils nous mettent à disposition leurs données pour qu'on fasse, on va dire, une prestation spéciale pour eux. Mais
Donc la part de données réelles, hein, donc elle vient du public, ce qui vient du privé, c'est assez peu. Quand on est dans les autres secteurs, dans les grands secteurs industriels qui se sont transformés digitalement, la part ouverte, même si elle est monétisée, hein, la part ouverte de données, c'est principalement de la donnée réelle. L'open data pèse très peu. Hein, donc nous, on est pour l'instant dans le modèle totalement inverse. Ça veut dire que l'open data, c'est vachement bien, mais maintenant, il faut qu'on construise tout le reste. Il faut que ça vienne. Hein, et donc, toute la question, c'est de savoir comment, entre guillemets, on peut se mettre en marche collectivement pour arriver à fournir ce pipe de données réelles qui va nous nourrir et qui va faire progresser tout le monde. Et du coup, selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'il existe un marché de la donnée immobilière structurée ou pas du tout? Une donnée toute prête, monétisable, non. Moi, par exemple, quand je suis chez Adéquation, j'en fabrique. Moi, je suis data, je l'ai dit tout à l'heure, je data manage la donnée des promoteurs pour tout ce qui est données de commercialisation du logement neuf. Donc, c'est un tout petit segment, un tout petit secteur. Je fais ça depuis de très nombreuses années. Est-ce que ma donnée toute seule, donc ma donnée est monétisable, c'est-à-dire je peux la céder à des tiers pour que, je ne sais pas, un prestataire qui veut équiper un énergéticien, qui veut travailler avec les prix de l'immobilier, hein, et comparer les prix de l'électricité avec les prix de l'immobilier, par exemple, dans le neuf, il veut sortir ses ratios, je peux très bien vendre à l'éditeur qui travaille pour lui la donnée pour qu'il mette en musique la prestation qu'il veut faire pour l'énergéticien. Moi, l'énergéticien, je n'irai jamais le voir, je n'ai pas de business à faire avec lui, je ne le connais pas. Hein, donc je suis prêt à le faire. Mais le cas ne vient pas. Pourquoi le cas ne vient pas? Parce que ma donnée de prix toute seule qui est prête à l'emploi, elle ne vaut rien si elle n'est pas mélangée avec d'autres choses. Il faut qu'à côté de la donnée du prix du neuf, il y ait d'autres données, une donnée technique, une donnée de gestion. Il va falloir qu'il y ait d'autres sources de données privées également qui se mettent en place et qui donc 5 ou 6 thématiques qui soient adressables en même temps, qu'on puisse interopérer. Et là, ça devient intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, on est trop peu nombreux à avoir de la donnée privée, libre de droit, hein, on va dire, et prête à l'emploi, interopérable pour qu'un tiers utilisateur ou un tiers prestataire puisse en faire autre chose que ce qu'on en fait nous. Ouais, et puis derrière, ça soulève aussi la question un petit peu de la fiabilité de la donnée. Selon toi, du coup, c'est quoi un petit peu les critères pour se dire qu'une donnée, elle est fiable? Alors déjà, je pense qu'une donnée fiable, donc, elle est forcément multisourcée chez l'utilisateur. Et donc pour moi, quand tu parles de qualité de données, tu vois, j'ai tendance à dire ce qui est important, c'est le résultat qui sort en bout de chaîne. C'est-à-dire finalement, c'est la donnée que tu as sourcée dans un premier temps, la correction que tu as fait apporter à cette donnée-là, l'interprétation que tu en as fait pour l'usage souhaité par le client final. Et celle qui compte, la vraie donnée, celle de qualité, c'est celle qui sort en bout de ligne. C'est entre guillemets la donnée plus l'expertise. Et de l'autre côté, moi je te dirais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite notion de traçabilité aussi sur la data? Et je m'explique, hein. Si on prend un exemple par exemple comme du BIM, derrière on aimerait savoir quelle est la donnée la plus fraîche, d'où est-ce qu'elle vient et sa traçabilité. Et souvent tu vois sur la data, on raisonne en 3D pour replacer une donnée, mais moi j'ai envie de dire, tu vois, quand tu prends cet exemple de pourquoi dans une rue le prix est plus cher à un endroit qu'à un autre, en fait il faut peut-être se situer aussi en 4D et de voir dans le temps qu'est-ce qui s'est passé en fait à cet emplacement-là, à cet endroit. Et donc, est-ce que pour toi, du coup, il y a aussi cette notion un petit peu de traçabilité, de Oui, savoir la genèse jusqu'à aujourd'hui? oui. Les valeurs de prix répétées. Même un même bien n'a pas la même valeur dans le temps. Pourquoi, entre guillemets, le prix d'un bien évolue? C'est en fait, tu dis le prix moyen a augmenté de temps. En fait, si tu regardes l'évolution de chaque bien, tu n'arrives pas du tout à la même vision de l'évolution des prix. Et en fait, je trouve que c'est cette deuxième notion qui est la plus intéressante. C'est-à-dire finalement, la vraie construction de la valeur, c'est pas de regarder comment évoluent les prix en moyenne, c'est comment regarder comment le prix de chaque bien évolue et pourquoi il évolue. Quel a été le moment où il y a eu une inflexion qui a été importante et quel facteur qui est venu le faire corriger. Donc oui, il faut que tu aies une donnée historisée, c'est très important. Donc nous, par exemple, on travaille, on a 30 ans de marché, mais très objectivement, là, pour le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est les 10 dernières années qui comptent, et donc d'avoir la profondeur de ce qui s'est passé dans la rue depuis 10 ans, c'est très important pour comprendre le prix d'aujourd'hui et estimer surtout, parce qu'on demande de faire de la prédiction, hein, c'est-à-dire combien ça vaudra dans 1 an ou dans 2 ans, au moment où je sortirai mon projet. Donc ça, c'est vraiment important.
Et puis la deuxième chose, quand tu parles de traçabilité, oui, c'est important. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à travailler avec des données réelles, ces données réelles, il faut qu'elles soient parfaitement traçables, c'est-à-dire sourçables, c'est-à-dire d'où ça vient. Moi, par exemple, dans mes bases de données, quand je parle de prix, pour un même projet, pour un même appartement, je peux avoir 3 ou 4 sources différentes qui me parlent du logement. Et à la fin, je choisis un prix. Donc, il faut que mon client comprenne le prix que j'ai pris pour parler du produit qui se vend de l'autre côté de la rue. Il faut qu'il comprenne que c'est la valeur, elle vient de là, elle est datée, elle est horodatée, et elle est sourcée, c'est-à-dire c'est telle source d'information qu'il a donnée, le promoteur directement ou une autre source. D'accord, et en plus, ta source peut changer, c'est-à-dire tu dis tiens, on a une évolution parce que maintenant on considère que dans le temps on a une meilleure source et on a un prix qui est plus actuel et plus vrai que celui qu'on a publié il y a une semaine. D'accord, et donc pourquoi? C'est une nouvelle date de mise à jour et c'est une nouvelle source. Alors, on n'avait pas la vraie donnée du promoteur, maintenant on a la vraie donnée du promoteur. Et dans 3 mois, en fait, la vraie donnée du promoteur ne sera plus bonne parce qu'elle n'aura pas été actualisée. Il y a une valeur plus actuelle qui va la remplacer. Donc, c'est hyper important qu'on rentre dans cette technique pour tous les sujets de données, donc les 6 ou 7 grandes familles dont on parlait tout à l'heure. À chaque fois, il faut que la donnée soit horodatée, parfaitement sourcée. Et donc, c'est ça pour moi le certificat d'origine. Et donc, le meilleur certificat d'origine pour faire tout ça normalement, c'est la blockchain. C'est-à-dire si le jour où la donnée immobilière, comme la donnée financière l'est déjà, le jour où la donnée immobilière, enfin toute la donnée essentielle est blockchainée, on n'aura plus le problème de se poser la question de l'authentification de la source, puisque nativement dans la blockchain, ça l'est. J'ai vu également que tu avais créé Real Data for Real Estate. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Alors ça, c'est une initiative qu'on a prise. On a eu l'idée de faire ça en 2021. Donc c'est pas, ça date d'il y a 4 ans. Avec cette idée, justement de se dire, nous, voilà, on a notre business, et en fait, quand on est en adéquation et qu'on travaille pour les promoteurs sur les prix du neuf, d'un coup, on a senti que le costard est un peu à l'étroit, tu vois. Les promoteurs, ils ont perdu 50% de leur marché. Le neuf, ça ne remontera jamais au niveau où ça a été sur les 30 dernières années. Donc, nos clients principaux, je dis les promoteurs, c'est les bailleurs, c'est la même chose, donc il y a plusieurs acteurs, en fait, doivent changer assez radicalement de sujets sur lesquels travailler et la manière de travailler dessus. Donc, du coup, pour nous qui sommes leurs prestataires, d'un coup, tu te trouves dans ton silo complètement isolé. Tu te dis, mais en fait, si je reste dans ce silo, je me réduis à peau de chagrin. Même si je suis leader du sujet, je suis leader de quelque chose qui se divise par deux, et qui ne peut plus vivre seul. Ça, c'est le fondement. C'est de dire, mais finalement, si on veut continuer à perdurer dans le métier qu'on fait, il va falloir qu'on diversifie les sujets qu'on adresse pour nos clients. Et donc, nos clients aujourd'hui, s'ils se posaient 6 questions, maintenant, ils s'en posent 30 pour le même problème. Et la résolution de ce problème dépend plus que de nous. On ne peut pas répondre tout seul à cette question, on a besoin d'autres prestataires pour répondre à cette question. Donc en fait, et on s'est dit, ce qui est vrai peut-être pour nous, c'est peut-être aussi vrai pour les autres. Et donc peut-être qu'il faut qu'on arrive à créer des conditions du désilotage des métiers de la donnée au service de l'immobilier, c'est-à-dire que la donnée technique doit parler avec la donnée d'asset, la donnée d'asset doit parler avec la donnée de gestion locative, la donnée de gestion locative avec les données urbaines, les données urbaines avec les données architecturales avec les données climatiques. Tu vois, donc tout le cercle, tout ça, avant ça fonctionnait en silo, tu avais des prestataires pour chacun des silos et pour chacun des métiers qui eux-mêmes travaillaient en silo. Tout ça vole en éclats. Et ça, en fait, on le savait déjà en 2021. C'était post-Covid, on avait senti qu'il allait y avoir une crise, pas de l'ampleur qu'on a connue, tu vois, mais c'est ce qu'on s'est dit. Donc du coup, il fallait prendre une initiative pour peut-être créer les conditions du désilotage. Quand on fait Real Data for Real Estate, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire finalement, il faut qu'on rapproche le producteur de données, le prestataire, l'éditeur,
hein, l'éditeur de solutions des utilisateurs, c'est-à-dire créer beaucoup plus de connexions entre les utilisateurs et les prestataires, et beaucoup plus de connexions entre les prestataires entre eux. Qu'on rentre dans ce cercle où finalement Upfront commence à discuter avec Adéquation, avec Intel Technologies, que le logement parle au bureau, que le bureau parle au commerce, le commerce parle à l'hospitality et à la logistique. Donc il faut qu'une partie de ce qu'on fait se mette ensemble. Quand on fait Real Data, on a essayé de créer cet écosystème d'acteurs qui acceptent de porter le sujet de l'interopérabilité, hein, du désilotage des données au service des métiers d'à côté, de les porter ensemble au bénéfice de nos clients finaux. C'était ça, c'était simple. Donc ça, c'était l'idée, c'est même une société à mission qu'on a créée. On dit, en fait, finalement, on va essayer de créer une sorte de tiers-lieu où on peut peut-être un espace de confiance, où on peut se parler entre nous et on peut parler avec nos clients aussi sans forcément faire du commerce directement. Ça viendra, mais s'ils veulent parler en confiance de problèmes, de points de douleur un peu importants chez eux en termes de data, il ne faut peut-être pas qu'ils s'enferment tout de suite dans une discussion avec un prestataire dont ils ne pourront pas sortir. C'était un peu l'idée. Ouais, bah c'est un petit peu ce qu'on se racontait aussi avec mon invité précédent, lors du précédent épisode. On se disait que lui, VC, côté PropTech, etc., il voyait un petit peu la première génération des premières boîtes PropTech et aujourd'hui les nouvelles générations. Et ce qu'il disait, voilà, c'est que c'est aux anciennes générations, celles qui sont encore là, de passer un petit peu pour éviter des erreurs qui ont déjà été faites et aussi de l'expérience aux nouvelles générations pour aider en fait que le secteur se digitalise plus rapidement, etc. Et derrière, et puis on y trouve bénéfice, tu vois, ce que je veux dire, tu fais pas ça juste parce que tu es un bon samaritain. Ouais, non, c'est parce qu'en fait si tu fais ça, ça te rend service, tu vois. C'est en fait ce dont on décrit, hein, c'est des choses qui sont dans l'industrie, qui sont assez courantes, ce qu'on appelle les stratégies d'open innovation. C'est exactement ce que tu viens de dire. L'entreprise qui démarre, tu arrives forcément sur un sujet qui est nouveau, que tu vas défricher. Nous, on n'y est pas allé. Toi, tu vas y aller. D'accord ? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu y ailles. Parce que toi, tu vas embrasser quelque chose que je ne fais pas, mais par contre, ce que tu fais m'intéresse. Et donc, si tu le fais vachement bien, à un moment donné, il y a, on va dire, une chance sur deux, une chance sur trois que ça intéresse in fine mes clients et que je sois obligé de m'inspirer de ce que tu as fait pour moi le faire autrement dans la prestation que je vais délivrer à mon client que j'ai depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans et qui attendait à avoir ça. D'accord ? Tu pourras aussi aller voir directement mon client pour lui vendre ta solution. Mais en fait, connaissant nos clients, ils aiment bien avoir des solutions un peu intégrées en disant attends, ouais, c'est bien, mais moi, j'ai pas envie de juxtaposer les solutions des uns et des autres pour couvrir 100% de mon besoin. Donc, à un moment donné, les amis, vous allez devoir vous mettre d'accord pour que moi, j'ai un besoin qui est global. Hein, ouais. Je me pose encore une fois 30 questions, mais en fait, je n'achèterai que 3 outils. Hein, et donc, aujourd'hui, les outils qui répondent à une question, à 2 ou 3 questions, c'est mort, j'en veux plus. Ça, c'est la tendance. Donc, du coup, on est obligé de travailler ensemble. Tu vois, on est obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive chez les clients en disant ma solution fonctionne avec celle du copain et ma solution nourrit celle du copain. Et pour l'intérêt de nos clients. Si on arrive à faire ça, c'est gagnant-gagnant. Et donc, du coup, l'ancien, il connaît les clients, il connaît les besoins, il ne sait pas répondre à tout. La nouvelle pousse qui arrive, elle a la super idée, elle a la technologie, etc., qu'on ne va pas maîtriser, mais elle est avide de clients. Elle a besoin de cas d'usage pour pouvoir travailler beaucoup plus vite et s'implanter. Donc si on arrive à créer ces combos intelligents entre les uns avec les autres, il y a une partie de ce que tu fais que tu peux co-développer commercialement. Et est-ce que l'idée, justement, c'était pas de créer un standard un peu dans le secteur, de manière justement à rendre un petit peu tout ça interopérable et que les gens puissent travailler ensemble de manière plus simple qu'aujourd'hui où tu vas avoir des frictions, quoi. Alors, sur les standards, nous, on dit les standards, c'est auto-décréter un standard avant que... J'ai un très bon exemple là-dessus. Il y a quelque chose qui manque cruellement. Pour localiser une information immobilière, il faut une référence à l'immeuble. L'adresse n'est pas suffisante. Il faut taper sur un immeuble. Donc la parcelle cadastrale, ce n'est pas une bonne référence. Le XY, ce n'est pas une bonne référence. L'adresse postale, ce n'est pas une bonne référence. C'est les seules informations qui soient normalisées. Donc, il faut un référentiel bâtimentaire. Chaque bâtiment, là, dans la rue, ils ont un numéro, ils ont un identifiant, au moins on sait que c'est tel bâtiment. Ici, par exemple, dans l'immeuble où nous sommes, c'est un immeuble qui est compliqué. D'accord ? Si on prend juste l'adresse, ça ne décrit pas l'immeuble qui est ici.
Tu as un immeuble qui est composite. Il y en a certains qui ont été conçus pour certains usages. Le référentiel bâtimentaire de l'acteur public, il est vachement bien pour travailler entre acteurs publics. Est-ce que c'est adoptable pour les privés? Probablement pas. D'accord? Et de manière inverse. Donc aujourd'hui, dans le privé, il y a au moins 2 autres référentiels bâtimentaires qui sont en train de se généraliser. Et qui sont plutôt spécialisés, c'est-à-dire que les gens disent nous on n'est pas là pour référencier tous les bâtiments, mais une famille de bâtiments. Parce que nous, on est des pros du résidentiel, donc on va vachement documenter les référentiels du résidentiel. Et puis moi, je suis un pro des bureaux, et je vais référencier, je dis moi, c'est le prestataire, je vais fabriquer un référentiel bureau. Et comment ces référentiels se construisent? Par l'usage. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser à l'avance. Tu dis, il faut des cadres, il faut des... Tu vois, je donne cet exemple pour répondre à ta question. Donc, c'est par l'usage que le meilleur... Je veux dire, sur les bureaux, ça fait 30 ans que je travaille, ça fait 30 ans qu'on essaie de compter le parc de bureaux et qu'on est infoutu de le compter, de dire combien il y a de mètres carrés de bureaux n'importe où en France. Et donc là, aujourd'hui, il y a une start-up qui s'est créée, qui a dit, moi, je crée un référentiel bâtimentaire pour le bureau. Pourquoi? Parce que je travaille pour les opérateurs de bureaux et je dois être capable de leur faire un diagnostic énergétique en tout point de France. Ok, sujet très intéressant. Et ça m'amène au point suivant. On parle beaucoup de souveraineté de la donnée. Concrètement, pour toi, ça signifie quoi sur le secteur IMO? Chez nous, on l'organise sur le cloud. Il faut absolument que les données qu'on stocke pour nos clients soient sur un cloud souverain, un cloud national. Donc ça, c'est fait. Donc je pense que c'est un des points qui est important. Et puis évidemment, on pousse nos clients à faire exactement la même chose. Donc finalement, essayons d'avoir une donnée qui est hébergée sur notre territoire. Quand on dit ça, c'est pas évident, parce que c'est pas la solution la moins chère et la plus ouverte. Deuxième chose, c'est cette notion de sécurité qui est très importante. Donc il faut absolument sécuriser les systèmes chez nos clients et chez nous. Et pour moi, c'est les souverainetés, sécurité, c'est les deux, enfin en termes de data, c'est vraiment ce qu'il faut garantir. Nous, la question que nous posent nos clients, ils disent tiens, je vous file nos données, où est-ce qu'elles sont? Si je veux les récupérer, comment je les récupère? Tu vois, ça ne rentre pas dans une boîte noire quelque part, que je ne sais pas où c'est et je n'y ai pas accès. Donc il y a vraiment ces questions. C'est-à-dire que si tu garantis la sécurité et la souveraineté, c'est le début du consentement chez ton client. Quand on est au Fidji, par exemple, on discute avec les DSI des institutionnels, et ils disent il n'y a rien qui doit sortir de chez nous. Nous, on ne veut pas que notre donnée sorte. Ça ne sort même pas de nos systèmes, parce que nous, chez nous, c'est sécurisé. Si ça sort, on ne sait pas, entre guillemets, comment ça revient. Donc, eux, ils veulent que rien ne sorte. C'est très intéressant comme concept. Et pour autant, il faudra bien que leurs données soient appelées pour être interopérables. Donc, du coup, tu tiens compte de cette contrainte, tu dis, attends, si elle ne doit pas sortir, comment, entre guillemets, je vais chercher le pétrole brut pour en faire une donnée interopérable que je vais pouvoir lui renvoyer après derrière. Mais à partir du moment où tu veux commencer à faire parler ta donnée avec celle des autres pour en faire autre chose, ce problème de la sécurisation de l'espace où l'interopération va se faire est fondamental. Donc ça, c'est un sujet dont, chez nous, chez Adéquation, c'est un sujet dont on s'est saisi et sur lequel on a proposé une solution. Du coup, ça m'amène à la suite. C'est, à ton avis, comment la donnée, elle peut aider sur des enjeux un peu plus sociaux, et donc notamment plus de transparence, une meilleure information peut-être du public, une équité dans l'accès au logement? Tu le vois un petit peu comment? Bon, ça, pour le coup, c'est notre spécialité. Et tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, on est certainement... Le logement, si on parle du logement, on est d'accord pour dire que c'est le premier bien de consommation. C'est le plus important, c'est 30 à 40... Tout confondu, c'est entre 30 et 50% du budget d'un ménage. Et c'est l'histoire d'une vie. Ou plusieurs vies dans une vie, quand on change de logement. Donc normalement, c'est fondamental et l'habitant devrait être au cœur de la réflexion de la constitution de son logement. Alors, en fait, il est totalement absent du processus aujourd'hui. On est dans une stratégie
Côté public de planification, on se bat actuellement pour calculer des besoins en logement, tout ça est très éthéré, hypothétique, c'est absolument pas ancré dans la vie réelle. Alors, de quoi les gens ont vraiment besoin, on ne se pose pas la question, on dit voilà, statistiquement ils auraient besoin de ça, et on compose savamment des algorithmes qui te permettent de sortir des chiffres, donc c'est complètement fou. Et quand on parle de l'industrie, donc que je sers, dans laquelle j'étais, donc il y a 30 ans, j'en reviens, le client, on s'en préoccupe quand on l'a en face pendant 1 heure, quand on lui vend un logement. Avant, on ne l'a jamais vu. L'architecte a dessiné, il a dessiné un logement, il n'y a pas un client qui était là pour dessiner le logement. Le promoteur, il a mis un prix dessus. En fait, tu mets un prix et après, tu réfléchis à qui tu vends. Il y a toujours un acheteur. Donc, ce processus où tu te dis, je veux adresser une demande, je pars de la demande et j'en déduis le produit que je vais fabriquer, l'endroit où je vais le faire et le prix que je vais pratiquer, ça n'existe pas. En fait, ça s'appelle un compte à l'endroit. Dans l'immobilier, on parle de compte à rebours. Ça veut bien ce que c'est. C'est-à-dire, je parle de mon terrain, techniquement, j'y construis un immeuble, je mets tout ça dans un bilan, que je sois promoteur ou bailleur social, ça me sort un prix ou un loyer, et derrière, en fonction de ce prix de ce loyer et puis du produit que j'aurai fait, il y aura peut-être une demande qui se qualifiera à ce moment-là. Je trouve ça fou. D'accord ? Donc, et si, entre guillemets, on faisait des logements comme on fait des voitures ? Elles existent, il y a plusieurs prix, où que tu sois, tu peux avoir la voiture que tu veux. Tu vois ? Donc, en fait, pour moi, c'est ça qui est important. Par exemple, tu vois, tu pourrais très bien te dire que tu travailles ici, dans cette bibliothèque, et toi, tu as juste envie d'habiter de l'autre côté de la rue. Et rien ne doit pouvoir t'empêcher d'habiter de l'autre côté de la rue. Simplement, de l'autre côté de la rue, il n'y a pas de logement à louer, et le premier prix, c'est 500 000 balles. D'accord ? Donc, soit tu as 500 000 euros, et tu peux acheter le logement qui est de l'autre côté de la rue, soit tu es condamné à faire 1 heure de métro ou de transport en commun pour aller dans un endroit où tu pourras peut-être louer un appartement parce que tu ne peux même pas être propriétaire là-bas. Ça, aujourd'hui, c'est 70% de la population française, c'est le cas. On dit 70% de propriétaires en France, dans les jeunes générations, c'est 20% de propriétaires grand maximum. Donc, le sujet, c'est de dire, en fait, moi, je veux être de l'autre côté de la rue, point. Et je veux être dans l'appartement à 500 000. Et donc, soit je mets 0, et je serai locataire, soit je mets 100 000, soit je mets 200 000, soit je mets 300 000, soit je mets 400 000, soit je mets 500 000. C'est-à-dire que j'ai la liberté de mettre le prix que je veux là-bas pour l'argent que je peux y mettre. Et l'autre partie, c'est quelqu'un d'autre qui le met. Donc, quand on dit ça, je rentre, c'est comme les bagnoles finalement, si j'ai envie de conduire une Porsche et que je peux m'offrir qu'une Twingo, il y a un montage et une solution qui m'est proposée pour que je puisse conduire la Porsche quand même. Et on est d'accord avec ça, ça s'appelle un leasing, ça s'appelle ce que tu veux et tu peux le faire si tu as envie. Je pense que sur le logement, il faut qu'on en arrive là. Donc il faut pour considérer la demande, il faut que la demande, en fait, on éclate complètement les schémas dans lesquels on est et qu'on invente plein de produits financiers qui permettent aux gens d'habiter où ils le veulent, dans le produit qu'ils désirent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour le concepteur, il faut qu'il puisse capter de la demande, de la donnée sur la demande. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas de données sur la demande, on a des stats. On a des données de portail qui t'expliquent ce que les gens cherchent, enfin, ce à quoi ils s'intéressent. Ah, ils ont regardé les 2 pièces à tel prix, ou ils ont regardé les 3 pièces à tel prix. On a des informations sur comment ils utilisent leur logement une fois qu'ils sont dedans. Ah, ils regardent la télé, ils laissent brancher l'électricité toute la journée, ils font attention à leur consommation d'eau, tout est dans les usages. Mais quelque chose qui te parle des comportements de la demande, des envies, du désir d'habiter. Tu vois, tout ça, ça n'existe pas. C'est absolument documenté dans toutes les autres grandes industries dont on parle, l'agroalimentaire, la santé, l'habillement, enfin, tous les grands biens de consommation sont documentés sur le désir. Dans l'immobilier, absolument pas.
Okay, donc, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur créer tout un univers de données multisourcé sur lequel, finalement, les particuliers seraient motivés pour déposer l'information. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, et peut-être c'est à plein d'endroits différents, de se dire, en fait, je parle de mon immobilier. Hein, j'en parle avec mon banquier, j'en parle avec mon agent immobilier, etc. Je parle de mon désir d'habiter à plusieurs endroits. Il faut que cette information soit capitalisée, il faut que cette information soit adressable. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Ok. Du coup, si tu devais te projeter dans 5-10 ans, grosso modo pour toi, à quoi ressemblerait un écosystème immobilier qui serait vraiment piloté par la data? Tu le verras un petit peu comment? Bah, comme la banque et finance, ça ferait déjà 24% du marché monétisé en Europe, ça serait formidable. Si on arrive là, non? Ce serait très très bien, en tout cas. Mais même si on arrive au niveau du transport, du retail, c'est 9 à 10%, tu vois. Donc ça serait énorme. Déjà, si tu veux que ça existe, il faut que ça, quantitativement, il faut que ça pèse. Mhm. Tant que ça pèse rien, en fait, il n'y a pas de modèle économique si ça pèse pas. Donc il faut quand même une certaine assiette pour que ça pèse. Donc c'est pas juste de la galéjade quand je te dis ça. Je pense que voilà, on est à 0,5. Je pense que le marché de la donnée immobilière existera quand ça pèsera entre 5 et 10. Donc tu vois, c'est le gap quantique qu'il faut qu'on fasse. Donc ça, c'est important. Justement, Ouais, si tu devais faire passer un message aux acteurs du secteur pour justement accélérer ce mouvement, ça serait quoi pour toi? ça serait ouvrez vos données, acceptez d'ouvrir vos données. C'est-à-dire, euh, on revient même à un truc qu'on s'était dit au début, pourquoi on est en retard dans l'immobilier. Je t'ai dit, on est en retard parce qu'en fait, on était dans la facilité, on n'avait pas besoin de beaucoup de données pour travailler. Mais en fait, j'ai oublié de te donner un autre facteur, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans le protectionnisme. Ouais. On dit la donnée, c'est quelque chose, la donnée, c'est mon avantage concurrentiel. C'est quelque chose que je ne veux, faut pas que je le partage, parce que si je le partage, je cède mon fonds de commerce. Toute une histoire avec les brokers, par exemple, Ouais, avec ouais. l'immobilier d'entreprise, c'est flagrant. C'est-à-dire, en fait, où quand on fait clameur et sur les données de loyer, là aussi, c'est un truc en GIE, c'est hyper fermé. Bon, c'est des modèles qui peut-être se justifiaient avant, mais aujourd'hui, je pense que ça éclate en morceaux. Donc aujourd'hui, si tu veux véritablement tirer bénéfice de la donnée, la première chose que tu dois faire, c'est accepter de partager la tienne. À partager la tienne, ça ne veut pas dire l'ouvrir à tout vent. C'est rentrer dans les modes opératoires dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est déjà bien. Donc si tu rentres, voilà, je pense que le geste majeur, c'est ça. C'est-à-dire finalement, la donnée dont on a besoin, c'est la mienne. Je commence, à travailler ma donnée pour la faire parler. Et deux, une fois que je l'ai travaillé avec un bon prestataire, j'accepte que mon prestataire l'utilise à d'autres fins. Et c'est parce que j'essaie dans cette acceptation, ça veut dire que si je suis tout seul à le faire, je passe pour un con. Mais si entre guillemets, tous mes concurrents font la même chose et que les autres font la même chose, en fait, ça revient à mon bénéfice personnel. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est même ce qu'on a fait nous chez Adéquation. D'accord? Donc, on dit aux promoteurs, donnez-nous votre information de transactions sur vos immeubles. Donc, c'est une information qui est normalement confidentielle, grosso modo, pour qu'on la file à vos concurrents. Et il dit, mais pourquoi je ferais ça? Ben parce que mon gars, c'est réciproque. Si tu me la donnes, tu auras celle des concurrents. Et donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est garder ta donnée tout seul dans ton coin et ne pas avoir celle de ton concurrent? Ou ce qui compte pour toi, c'est avoir celle des concurrents? Ah, je voudrais bien avoir la donnée de mes concurrents. Très bien. Dans ce cas-là, la condition pour avoir les données de ton concurrent, c'est que tu acceptes de donner la tienne. Tu vois? Si tu donnes ton information, tu auras celle de tes concurrents. Et c'est comme ça, entre guillemets, qu'on est arrivé à convaincre ce métier de la promotion, qui était un métier très fermé, très hostile à ce type de partage, d'accepter de bon gré de partager, parce que je tirais beaucoup plus de bénéfices à ce que cette information soit mise en commun que de la garder tout seul. Mais finalement, quand on dit ça, c'est pas autre chose que ce que font par exemple les grandes enseignes du retail, de la grande distribution entre eux. Je veux dire, tous
tous les linéaires chez Leclerc ou chez Auchan ou chez un autre, la donnée est complètement connue, fluide. On sait au centime d'euro près à quel prix le concurrent est en train de vendre la même cam que toi. Est-ce que ça gêne quelqu'un que cette information est partagée? Ça gêne personne. Et c'est parce que ça gêne personne qu'en fait ils sont hyper puissants. C'est parce qu'ils ont accepté le fait qu'on partage. Donc pour moi, l'acceptentiel, dans l'immobilier, c'est le plus grand effort qu'on a à faire. Parce qu'en fait, c'est là où on est vraiment dans l'arrière-garde, c'est qu'on n'a pas compris encore tout le bénéfice qu'on aurait à ouvrir. Ok. Écoute, merci Laurent pour toutes tes réponses et puis tes éclairages. On va passer sur la dernière partie de l'émission, qui est une sorte de petit jeu de questions-réponses rapides. Je te posais, ça n'a rien à voir pour le coup avec l'immobilier ou quoi, mais c'est pour apprendre à te connaître un peu plus. Bon, allons-y. De toute manière, tu n'as pas le choix, tous les invités sont passés par là. Donc il faut que je sois hyper ouvert. Donc. Exactement. Un conseil qui t'a marqué dans ta carrière? Tout début de ma carrière. Ça fait un lien avec la demande. Mon premier emploi chez un promoteur, je vais voir un grand promoteur. Je dis tiens, je sors de l'école de commerce, c'est formidable, je suis super diplômé, je veux faire du marketing. Pour bien analyser les données, etc. Voilà, je suis hyper formé, je vais faire ça. Et le conseil qu'il m'a donné, le gars m'a dit je t'embauche pas, en tout cas pas au marketing. Donc si tu veux faire du marketing un jour, commence par faire de la vente. Commence par faire de la vente. Donc, va au contact du client, apprends ce que c'est un client, apprends à lui vendre des choses, d'accord? Et une fois que tu l'auras fait, tu reviendras me voir, tu diras Laurent, tiens, c'est quoi tes idées pour faire du marketing? Je t'écoute. Et là, tu vas voir, tu vas me parler d'autre chose que ce que tu es en train de me parler, mon garçon, et il avait raison. Donc, j'ai pas mis 50 ans pour faire du marketing après derrière, mais ce passage, et pour moi, c'était un choix difficile. Hein. Moi, tous mes potes, ils sortaient de l'école, ils avaient déjà des super postes fonctionnels. Et moi, il m'a dit, tu commences par être vendeur dans la bulle de vente. Et après, tu verras, dans 2 ans, tu seras peut-être en plus forte progression. Donc moi, voilà, un petit côté, tu te prends un bon coup d'humilité. Et puis 2, en fait, après, tu sais de quoi tu causes. Donc voilà, moi, j'ai bien aimé ça. Un endroit où tu aimes bien aller en vacances? Au Portugal. Pourquoi au Portugal? On en parlait en off, là, avant de commencer. À l'endroit où je vais, ça aurait pu être n'importe où ailleurs, il y a une espèce d'écosystème, une addition de choses. Donc ça parle beaucoup aux gens de l'immobilier. Il y a une addition de choses indéfinissables. Si tu me dis pourquoi je suis bien là-bas, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que j'y suis bien. Pour moi, c'est le sud du Portugal, un endroit précis que je nommerai pas. Hein, mais cet endroit-là, pour moi, est magique. Si tu avais travaillé dans un autre secteur que l'immobilier, tu aurais choisi quoi? D'abord, l'immobilier, je ne l'ai pas choisi. Ça m'est tombé dessus, comme on dit. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc je suis rentré dedans et j'ai compris que c'était intéressant, que c'était une matière riche et que j'avais besoin de ça. Mais moi, au départ, je ne savais même pas, un promoteur, je ne savais même pas ce que c'était. Pour moi, il y avait Bouygues, il y avait des grues, ça construisait des immeubles. Enfin, tout ça, c'était un monde complètement abstrait. Je n'avais pas appris ça à l'école. Et je pense que je serais allé dans un milieu où j'aurais eu cet effet waouh en rentrant aussi passionnant. Donc je ne sais pas, j'ai eu la chance de faire une parenthèse par rapport à l'immobilier dans ma vie. J'ai travaillé dans une grande école justement pour accompagner des jeunes dans leur recherche d'emploi et faire des connexions entre le monde de l'emploi et le monde universitaire. Et un jour, je suis allé chez Michelin. Parce que les gamins, ça leur disait rien d'aller travailler chez Michelin. On a fait une demi-journée chez Michelin, et je peux te dire, tu fais une demi-journée chez Michelin. Donc moi, j'aurais été étudiant à ce moment-là. À la fin de la demi-journée, Tu signais? Ah oui, je signais. Je signais parce que le pneu, c'est extraordinaire. C'est mondial. Première carrière Michelin, tu dis, tu vas aller en Chine. Allez, va en Chine. Tu vas aller au Brésil. Va au Brésil. Pourquoi? Pour vendre des pneus, mon garçon. Tu vas vendre. Mais tu vas voir, c'est génial. Et donc, du coup, je crois que les métiers de l'industrie, ça m'aura bien plu parce que c'est hyper concret. Tu vois, tu vois du pays, tu vois du client, tu vois quelque chose de bien. Ça m'aurait plu. J'aurais pu être forestier, j'aurais pu être vigneron. Voilà, ces choses-là aussi,
c'est même dans l'histoire de ma famille, tu vois, c'est des choses qui existent et j'aurais pu revenir à ça aussi, ça m'aurait fait plaisir. Un livre, un film ou une série que tu recommanderais? En film, Little Big Man, donc je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose, mais C'est l'histoire d'un homme qui a plusieurs vies dans l'Ouest. C'est ça qui intéresse, c'est pas tellement l'histoire, c'est le fait d'avoir plusieurs vies, de passer d'une vie à une autre, c'est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est à voir, absolument. C'est un très très grand film. Il y en aura tant d'autres, mais enfin voilà, le film, pour moi, c'est ça. ton plat préféré? Mon plat préféré, mon Dieu. J'espère que c'était de la pizza. Non, 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 c'est pas la pizza. Alors, si je fais mes racines familiales, c'est le cassoulet, parce que je suis né dans le sud-ouest et que il y a tout, c'est pas tellement le plat, c'est tout ce qui se passe autour. Ouais, quand tu fais un cassoulet au village, tu as le village, quoi, donc, qui est là. C'est une convivialité extraordinaire. Bon, donc ça j'aime bien, mais j'en mangerai pas tous les jours. Et puis après, des plats marquants, je sais pas, c'est des choses qui m'ont fait rêver dans une grande table, donc des choses que je serais incapable de refaire. Un plat de Pierre Gagnère, par exemple, ou un plat de... Donc je peux même pas te le décrire. Mais par contre, c'est des trucs, tu vois, tu les as mangés, ça reste dans ton... Ta mémoire. Oui, tu as la mémoire du goût, quoi. Donc c'est un marqueur, tu dis, tiens, ouais, attends, ça c'est un souvenir indélébile, c'était tel jour, j'ai mangé ça, c'était génial. Et bon, ça, c'est des grands moments. Moi, j'adore les grandes tables. Ta devise du moment? Je sais pas, aide-toi, et Dieu t'aidera. Très bien. Bah, écoute, merci Laurent pour cette conversation passionnante. On voit que structurer, standardiser la donnée immobilière, c'est loin d'être un simple enjeu technique, c'est une vraie transformation de fond pour tout le secteur qui pourrait servir à tous. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Immobilier 4.0, à partager, à laisser un commentaire. Vous trouverez tous les liens et descriptions en commentaire. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.